Hello, je suis Linda Kofi et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Alénergie. Ici, nous parlons des questions liées à l'énergie, qu'elles soient techniques, économiques ou géopolitiques, mais nous accueillons également des personnes évoluant dans ce domaine-là, que ce soit des étudiants ou des professionnels, afin qu'ils nous partagent leur parcours, mais également leur vision du monde de l'énergie. Dans cet épisode, j'ai été plus qu'honorée, vraiment plus qu'honorée, de pouvoir échanger avec Serine Diom, actuellement directeur général adjoint d'ARIC Côte d'Ivoire, qui est une filiale du groupe Coénergie, qui est codétenue par EDF. J'ai rencontré Serine lors de la journée EDF Pulse Africa Tour, édition Afrique de l'Ouest, en novembre dernier. Humilité, clairvoyance, engagement, bienveillance, afro-optimisme, afro-exigence, autant de mots que je pourrais utiliser pour le qualifier et autant de raisons pour lesquelles j'ai passé un moment formidable et de qualité à échanger avec lui, à m'enrichir de son retour d'expérience et de ses différentes positions par rapport à diverses thématiques liées au domaine de l'énergie en Afrique. Je tiens à le remercier chaudement pour ce temps qu'il a bien voulu dégager pour Dalénergie malgré son planning extrêmement chargé. J'estime qu'il est important et encourageant d'avoir des personnes telles que Serine Diom qui donnent de leur temps pour soutenir les initiatives de la jeunesse. Et nous le savons, le temps est l'une des ressources les plus précieuses, sinon la plus précieuse que nous ayons. Donc merci à toi Serine. Sans plus de blabla, je vais vous laisser avec cette interview qui, je vous l'assure, en vaut le détour. Et n'hésitez pas à nous signifier dans l'espace commentaire ce que vous en aurez pensé. Bon visionnage. Bonjour Serine, comment vas-tu? Bonjour Linda, je vais très bien. Ok, super, c'est un honneur pour moi de t'accueillir aujourd'hui. Le plaisir d'être là, je suis vraiment content d'être là. Merci pour l'invitation. On va échanger sur ton parcours, également ton parcours académique, mais également professionnel, et ta vision du monde de l'énergie, tes aspirations pour ce dernier, particulièrement en Afrique. et donc, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Désolée de te couper. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs, dire qui tu es, d'où tu viens, où tu es basé en ce moment, ce que tu fais dans la vie? Qui est Serine Diom? Alors Serine Diom, je suis d'origine sénégalaise, j'ai 38 ans, père de 3 enfants. J'ai vécu pendant une vingtaine d'années en France avant d'avoir l'opportunité de revenir dans le continent il y a 2 mois où j'ai rejoint une filiale du groupe EDF qui s'appelle ARIC. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, et qui fait de la climatisation et de la réfrigération à Abidjan, mais également dans toute la sous-région ouest africaine, en tant que directeur général adjoint. D'accord, merci pour cette présentation. Je sais que ça fait déjà un bout de temps que tu as démarré ta carrière professionnelle, et je vais te demander de rembobiner un petit peu, jusqu'au baccalauréat par exemple. Donc tu obtiens un baccalauréat scientifique, j'imagine? C'est ça, bien sûr. Ouais. D'accord, un D ou un C? Alors, c'était au Sénégal en 2003, et j'avais à l'époque, voilà, c'est série S. Ah d'accord, ok. Et moi j'avais fait une série S2 en fait, hein, qui était. Alors c'est peut-être l'équivalent de la série D en fait, sans doute. Okay. Alors c'est scientifique, mais avec aussi un poids de certaines matières en fait, littéraires qui avaient aussi, qui n'étaient pas négligeables. D'accord. En français, en histoire géo, mais les fondamentaux étaient bien les maths, la physique et tout ce qui est sciences de la vie et de la terre. D'accord. Donc, après l'obtention de ce baccalauréat S2, tu t'envoles pour la France. Pourquoi la France et sur quel type d'études ton choix se porte? Alors moi j'ai eu la chance, comme je pense beaucoup de jeunes sénégalais, il y a une forte communauté estudiantine sénégalaise en France. Quand j'ai eu mon bac, j'ai eu la chance de l'avoir avec une mention bien à l'époque, et d'avoir une bourse de l'État du Sénégal, ce qui facilite. J'avais le choix entre le Canada et la France. Alors, la petite anecdote, comme quoi hein, la vie elle tient parfois à pas grand chose. Je suis un fan de foot, hein, j'ai arrêté de jouer, mais je jouais beaucoup avant, et à l'époque mon joueur préféré c'était Zinedine Zidane, et il était à Bordeaux.
Ok. Et quand j'ai eu l'opportunité d'aller faire mes études en classe préparatoire à Bordeaux, j'ai sauté sur l'occasion, mais honnêtement, au-delà du contenu académique, Bordeaux, parce que tout simplement il y avait Zidane. Ah, c'est particulier ça. Ok, mais tu avais d'autres choix d'université et tu as opté pour Bordeaux à cause de cette raison-là. À cause de cette raison-là. D'accord. J'aurais pu finir au Canada, à Laval en fait. J'avais une inscription aussi à l'université Laval au Québec. Je ne suis pas allé. C'est surprenant ça. D'accord. Comme quoi la vie elle tient et je ne regrette absolument pas mon choix. Okay. Donc il faut aussi suivre son intuition dans la vie et si c'était à refaire, j'aurais fait ce choix-là. Et tu as eu l'opportunité de le rencontrer ou pas du tout? Ah non, j'ai jamais vu Zidane. Ah, d'accord. Bah, super. Quand je suis allé à Bordeaux, il s'est barré à la Juventus de Turin. Donc autant vous dire que, mais par contre, je ne l'ai pas suivi en Italie. Je l'ai vu, mais ce n'est pas ce choix-là que j'ai fait. Donc comme quoi, parfois, la vie, elle tient vraiment à des choses. Elle se joue parfois sur des détails. D'accord. Mais tant mieux si tu n'as pas de regrets par rapport à ton choix. Absolument pas. Et donc, le type d'études sur lequel tu portes ton choix? Alors, j'arrive à Bordeaux en classe préparatoire maths physique. Une très belle ville, honnêtement, capitale, alors une ville capitale de la Gironde, une ville très bien française, bourgeoise à certains endroits, mais une vraie ville estudiantine, en fait, le campus social, donc le campus, les résidences universitaires sont à côté en fait du campus scolaire, du campus académique. Je faisais 3 minutes pour aller entre ma chambre universitaire et l'université, c'était 3 minutes à pied. Donc ça aide beaucoup. Donc il y a quand même un environnement qui était favorable. C'était un grand changement. À la fois changement de pays, changement de culture, changement de rythme. Une classe préparatoire, 40 heures de cours par semaine, sans compter l'école du samedi. Surtout quand on n'était pas sympa avec les profs. On se tapait des écoles le samedi. Mais voilà, une prépa maths physique que j'ai faite pendant 2 ans. Et après, j'ai passé le concours et j'ai intégré une école d'ingénieur. D'accord, ok. Tu n'as pas pensé à d'autres types d'études? Tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu as intégré la prépa? Tu savais pour quel type d'école d'ingénieur tu allais postuler par la suite? Ou c'est pendant ta prépa que tu as fait le choix? C'est pendant la prépa que j'ai fait plutôt le choix. Pendant la prépa, j'ai fait plutôt le choix et j'ai toujours aimé la physique en fait. Alors, j'étais pas mauvais en maths, loin de là d'ailleurs. J'ai eu 18 au bac. Ah, bravo! Mais même en classe préparatoire, je trouvais que la physique expliquait la vie en fait, permettait de comprendre en fait, certains aspects de la vie. Quand on faisait les cours de maths, alors on pouvait faire toutes les théories qu'on veut, les théorèmes, de Pythagore, de Thalès, ou même sur des choses un peu plus compliquées. Je trouvais qu'en fait, quand on arrivait sur le terrain de la physique, on mettait en application cela, et c'était visible en fait, et c'était palpable sur la vie des gens. Un exemple qui m'a beaucoup marqué, quand on a commencé à faire en fait tout ce qui était calcul exponentiel, le fait de comprendre à un moment donné que le plan de vol d'un avion, c'était de la physique entre le décollage, le rythme de croisière et l'atterrissage, et là c'était une courbe en cloche, et le fait de pouvoir dire finalement ce que je suis en train de faire en calculant et en traçant la courbe, je peux quand même le concrétiser dans la vraie vie. Et ça, je trouve que la physique explique beaucoup ce genre de notions mathématiques qui, à la base, sont des notions théoriques, mais quand on les transporte, quand on les transfère sur la vie pratique, on s'aperçoit que finalement c'est utile. Voilà. L'électricité m'a façonné, m'a impressionné dès le départ. Et là, pareil, quand on passe notre temps, on avait passé notre temps à faire des câblages électriques de petits objets, une résistance, une bobine, un condensateur, pour voir comment l'électricité tourne. Finalement, quelque chose qui est invisible, qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui change complètement la vie des gens. On appuie sur un bouton, il y a la lumière qui est là. Ouais. Là, on voit le côté concret et la manifestation concrète des phénomènes de physique. Voilà. Ça m'a beaucoup passionné, donc c'est la raison pour laquelle je on sent justement la passion pour la technique dans ce que tu dis. Mais justement, ça me pose question parce que j'ai vu que par la suite, tu pars pour un master en commerce et vente. Exactement. Alors, moi j'ai fait. Ah, je vois que vous êtes bien. Tu t'es bien renseigné. Décidément, on ne peut rien te cacher. Moi j'ai fait. Alors, donc, du coup, je suis allé faire une école d'ingénieur en électricité mécanique à Nancy. Et sur la dernière année d'école d'ingénieur, j'ai un prof
on fait notre soutenance, projet d'étude, et à la fin, il me chope. Il y a un truc à te dire. On discute. Alors, c'est quoi la suite? On va aller chercher un boulot maintenant. Et il me dit, mais moi, si j'étais à ta place, j'irais faire un master en ingénierie commerciale. Ok. Je pense que ce serait intéressant pour toi de compléter ton profil avec un profil commercial. Et demain, quand tu vas arriver sur le marché du travail, tu auras cette double casquette, à la fois technique et commerce. Et ça, c'est assez rare sur le marché. Et ça, je ne le vois pas aujourd'hui. Et quand je discute avec des chefs d'entreprise, surtout dans le secteur de l'énergie, ce serait un sacré atout. Et comme tu as des capacités oratoires, tu peux aller faire ça. Et bon, j'ai suivi ses conseils, je suis allé faire un master en ingénierie commerciale et finalement, ça fait bientôt 15 ans que je suis sorti de l'école et je ne fais que de la vente. Voilà, ce que j'avais appris à l'école, mon diplôme d'ingénieur finalement. D'accord. Je ne dis pas que ça me sert pas au quotidien, mais voilà. Et ça te manque un petit peu ou pas du tout? Oui et non. Oui, j'aurais aimé quand même voir en fait ce que je serais devenu si j'avais pas fait en fait cette dernière année de formation commerciale, si j'étais resté uniquement dans la technique. Et je le vois d'ailleurs avec des anciens camarades de promo, parce qu'ils sont devenus leur parcours. C'est vrai que parfois ça m'intrigue un peu. J'aurais quand même aimé voir en fait quel aurait été mon parcours si j'avais pas fait ce master-là. Et finalement, je ne regrette pas. Ça a été un plaisir fou ces dernières années à faire de la vente. Et finalement, je me rends compte que peut-être que si j'avais fait une filière purement scientifique, je me serais ennuyé. Ah, d'accord. Je suis quelqu'un qui adore le contact, qui adore discuter, qui adore bavarder. Et d'ailleurs, il ne faudra pas hésiter à me couper si je suis long. Pas de souci. Voilà. Donc, mais voilà, j'adore faire ça. Et finalement, c'est ça qui me drive en fait au quotidien. Et donc, j'ai bien fait d'avoir suivi ces conseils. Et non, et finalement, même dans le secteur de l'énergie, tous les jours, je suis exposé à des problématiques techniques. Donc, du coup, le fait d'avoir ce bagage technique me permet de comprendre. Alors, je ne suis pas un expert, mais ça me permet quand même de pouvoir comprendre les choses plutôt rapidement. Et comment tu décrirais l'expérience que tu as eue à l'étranger durant tes études? Est-ce que c'était ce à quoi tu t'attendais? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit peut-être que j'aurais dû choisir un autre pays? Comment ça s'est passé? Et aussi le dépaysement entre le Sénégal et la France. Et Paris, entre Dakar et Paris, entre Dakar et Bordeaux, comme on veut, oui, ça a été un sacré changement. Enfin, je ne m'y absolument pas. En plus, je suis parti très jeune. J'avais pas 20 ans à l'époque quand je suis parti. Donc, au-delà même du changement, mais mon père n'était pas réticent, ma mère ne l'était pas au début, elle était plutôt à la fin, quand il a vu que ça se concrétisait. Il va falloir maintenant partir. Je n'avais pas de la famille à Bordeaux. Je suis arrivé dans une ville où je ne connaissais personne. Je n'avais que ma valise et je suis allé dans une résidence universitaire Paris où je ne connaissais personne. Donc oui, ça a été un grand changement, mais ça a été tellement formateur. Tellement formateur. Et oui, c'est différent. Jamais j'ai eu le sentiment de dire finalement, peut-être que si j'étais allé au Canada ou ailleurs, ça aurait été... Non, honnêtement, je me suis plutôt bien intégré en fait dans la société française de manière générale. J'avais des camarades de classe qui étaient assez agréables au quotidien. J'ai même fait et j'en parlerai tout à l'heure, je pense que c'est ça aussi le sens de la vie, c'est les rencontres que l'on fait en fait, qui parfois changent complètement une vie. Je suis tombé sur des professeurs formidables. Je me rappellerai de M. Lorenz qui était mon prof de physique en classe préparatoire. Quand je suis arrivé, j'avais du mal à faire les câblages électriques. Sur le papier, quand on faisait un devoir, j'avais 18 ans et quand on se retrouvait en salle pratique, je galérais comme pas possible. Mais c'est parce que tout simplement j'ai passé du temps au Sénégal à faire beaucoup de théorie et pas assez de pratique. Et donc ça se voyait en fait quand je suis arrivé. Et lui il ne comprenait pas. Mais Céline, c'est pas possible. Pourquoi Non, tu dois pouvoir le faire. Et il me faisait venir le samedi, tout seul, dans la salle. Avec lui, on passait 3 heures à faire les câblages. Et au bout de 3 mois, j'étais le roi du câblage électrique.
C'est rare d'avoir des professeurs aussi investis, je pense. C'est extraordinaire. Donc, là. Et ça ne veut pas dire que je gomme en fait toutes les autres difficultés. Bien évidemment, quand on est dans un pays qui n'est pas le nôtre, oui, au début c'est difficile d'intégrer l'école culturelle, ça c'est vrai, de s'intégrer, de prendre ses marques, voilà. Et parfois on tombe aussi sur des situations qui sont ce qu'elles sont. Mais moi j'ai toujours fait confiance à la force de l'action. Voilà, il faut agir et avancer. Oui, évidemment qu'il y aura toujours des difficultés, mais il faut être capable de les surmonter. D'accord, merci pour ce partage d'expérience. Ah, ben, on va faire un focus maintenant sur ta carrière professionnelle. Donc tu sors de l'université avec ton diplôme en poche, yes. Et tu intègres Photowatt, ouais. Qui est une filiale d'EDF. Qui est devenue par la suite une filiale, mais qui ne l'était pas à l'époque. Hein. À l'époque quand tu y étais, d'accord. Comme quoi tu as une histoire particulière avec EDF. EDF m'a poursuivi, hein, c'est vrai. Ou j'ai poursuivi EDF. Peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre. D'accord, tu pourrais nous parler de cette époque, s'il te plaît? Ouais, je finis mon diplôme d'ingénieur commercial avec cette double casquette. Et à l'époque, où le solaire en fait s'est développé énormément. Et la seule entreprise que j'avais trouvée en France qui avait une approche intégrée au niveau du solaire, c'est-à-dire qui fabriquait les cellules, les panneaux, le système de montage, vraiment qui était tout. C'est la seule qui existait en France à l'époque, c'était Photowatt. D'accord. Donc du coup, je tente une candidature spontanée de stage de 6 mois. J'envoie ma demande de candidature. Bon, quelques semaines après, je n'ai pas de retour, mais j'appelle. Oui, on l'a reçu, on regarde. 2 jours après, je rappelle. Bon, je pense qu'ils ont fini par se dire celui-là, il va falloir qu'on le reçoive. Et ils ont fini par me donner un créneau pour l'entretien. Je suis allé. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un mois de février. Il faisait froid, il neigeait à Lyon. En fait, il faut voir que le siège c'était à Bourgoin-Jallieu. Bourgoin-Jallieu, c'est à 30 km de Lyon. Autant dire qu'à Bourgoin, en 10 minutes, on a fait le tour de la ville. Il n'y avait rien autour. Rien. J'arrive, je descends à Lyon, je prends un train, je descends à Bourgoin. On me dit, où est-ce que je suis là, moi? C'est compliqué. Bon, bref, finalement, je me débrouille pour aller sur le site. Et en plus, complètement trempé parce qu'il neigait. Mais l'entretien se passe bien, le courant passe avec le directeur commercial et qui me dit écoutez, si vous êtes intéressé, voilà, à partir du mois de juin, venez et voilà. En tout cas, on vous donnera votre chance. Et donc, du coup, c'est de cette manière-là que j'ai intégré Photowatt en juin 2009-2010, je ne me rappelle plus, en tant que stagiaire commercial. Et très vite, ça a été vraiment une sacrée belle expérience. Très vite, on m'a fait confiance. On m'a donné ma chance. À la fin de mon stage, souvent le stage, on vient les premières semaines, on fume du café à gauche, à droite. On participe à des réunions sans forcément avoir son mot à dire. Alors que là, non, j'étais venu avec un bagage et on m'a fait confiance. J'ai eu un parcours de formation, évidemment, au début, je me suis appuyé sur mes collègues sur un certain nombre de sujets, mais très vite, j'ai trouvé ma place au sein de l'équipe et j'ai surtout réussi à montrer ce dont j'étais capable et à faire des résultats. Donc à la fin de mon stage, j'avais déjà, alors j'ai plus les chiffres en tête, je les avais mis dans mon rapport de stage, mais à la fin, j'avais déjà vendu pas mal de systèmes à des professionnels et je pouvais présenter des résultats chiffrés en termes de ce que j'avais rapporté à la boîte sur cette période-là. Et à la fin des 6 mois, ils m'ont proposé un CDI. C'est une belle histoire. Donc en fait, ta transition du monde académique au monde professionnel n'a pas été plus compliquée que ça. Ah non, ça c'est vraiment de manière tranquille. En Photowatt, 6 mois de stage et ensuite un CDI dans la foulée. Ok, du coup, 3 ans plus tard, tu rejoins EDF. Exactement. Pourquoi ce changement? Alors, mes anciens collègues de Photowatt m'ont traité peut-être plus le cas maintenant, parce que EDF aussi, l'image a beaucoup changé. Quand j'ai rejoint EDF en 2012, c'était le champion du nucléaire en fait. Ce que les gens voyaient, c'est ce que les gens voient d'ailleurs un peu aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je pense qu'il faut voir vraiment le groupe comme étant le champion de l'électricité bas carbone. Ça, c'est je pense que le bon angle en fait, pour regarder le groupe aujourd'hui. Et je pourrais y revenir tout à l'heure si besoin, mais
quand je rejoins le groupe à l'époque, c'était ça, c'était le champion du nucléaire. Donc mes anciens collègues qui étaient dans le groupe là, évidemment, me traitaient de traite d'ailleurs. En me chambrant un peu, et surtout quand j'ai annoncé que j'allais rejoindre EDF. J'avais fait 3 ans dans une PME où j'avais énormément appris et j'avais besoin de continuer à progresser. Et le fait de rejoindre un grand groupe comme EDF a été pour moi une sacrée belle opportunité en termes de prise de responsabilité. Quand je suis arrivé en tant que responsable commercial avec un portefeuille de clients qui était important en termes d'enjeux. J'avais des clients dont les factures d'électricité oscillaient entre 10 millions, 15 millions, 20 millions, plus d'euros. Et donc, du coup, les enjeux sont colossaux. Pareil, je m'en souviendrai toute ma vie. Le premier rendez-vous que j'ai fait en tant que responsable commercial chez EDF, je l'ai fait avec le directeur des achats de la banque HSBC à l'immeuble Cœur Défense, Paris, à la Défense. Il me reçoit au 30e étage, je sais pas, dans son bureau, tout jeune, j'arrive avec mes relevés de consommation et je viens de l'expliquer, voilà comment est-ce que vous consommez, comment est-ce que je peux faire pour vous aider à réduire vos consommations, leur proposer un certain nombre de services, et en tout cas voilà, un dispositif d'accompagnement complet, mais tout petit, dans mes petits souliers à l'époque. Et je suis reçu dans le bureau du directeur des achats Europe de la HSBC, qui était avec 3 de ses collègues. Je dirais pas, ils m'ont reçu en grand pompe, mais presque. Voilà. Et ça donne. En tout cas, je suis sorti de ce rendez-vous et j'ai mesuré en fait la responsabilité qui était sur mes épaules à l'époque. Et savoir que l'énergie était cruciale en fait dans l'activité de mes clients et qu'ils avaient besoin que je les accompagne au quotidien. Et ça, c'était ma responsabilité. Voilà. Donc, j'ai rejoint un grand groupe, mais j'ai rejoint également une belle entreprise avec une capacité à influencer au quotidien la vie de nos compatriotes. Partout dans le monde. Aujourd'hui, EDF, c'est un groupe international. D'accord, bah, c'est super. Et du coup, tu as eu 3 différents postes chez EDF, la maison mère, pendant 12 ans, si je ne m'abuse. Et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chez EDF, brièvement? Alors, moi, j'ai eu un parcours assez linéaire. Je pense que j'étais bien renseigné, assez linéaire. J'ai démarré en tant que responsable commercial, ensuite responsable d'équipe, ensuite manager de vente. Et sur mon dernier poste, j'étais la direction stratégie et développement. J'étais le directeur de cabinet du patron. Des choses comme ça. Pour faire simple. Non, mais je retiens 3 choses. La première, c'est que le travail paye toujours. Voilà. Quand je rejoins EDF, je suis juste contenté à chaque fois de faire mon job. Et mes différents patrons m'ont fait confiance et à chaque fois, je n'ai jamais levé la main pour dire que je mérite d'être responsable d'équipe maintenant, que j'ai fait. Non, on est à chaque fois venu me chercher. Donc ça fait plaisir quand on vient me chercher, mais bon, je pense que aussi je suis pour quelque chose et que si je n'avais pas fait les efforts nécessaires, personne ne serait venu me chercher. Donc les efforts payent toujours. Deuxième chose que je retiens, l'expérience est toujours formatrice. Mon premier poste de manager a été formateur, tout à l'heure. Mais je me rends compte que finalement, on se découvre d'ailleurs, que le fait d'avancer dans la hiérarchie, de prendre un nouveau job, d'être manager, ça va aussi avec des responsabilités. Et finalement, c'est ça qui m'a le plus sans doute passionné dans ce que j'ai fait ces dernières années, c'est finalement avoir le sentiment que je peux changer, c'est le mot, mais influencer la vie des gens à mon petit niveau. C'est pas des gens qui sont rentrés parfois dans mon bureau, je suis le manager, on discute. À la fin, tu vas reprendre tes études, tu vas valider ton âge. Il y a des gens qui avaient juste le bac, qui avaient rejoint le groupe depuis quelques années sur des postes de conseillers commerciaux ou responsables commerciaux, qui avaient gravi un peu les échelons sur la boîte, mais qui avaient des niveaux d'études qui étaient pas très poussés, qui rentraient dans mon bureau, et derrière on construit un parcours professionnel. J'en ai quelques-uns qui sont devenus maintenant des responsables commerciaux, qui ont repris leurs études, qui ont validé une BE, qui ont
qui ont fait une période plutôt et qui derrière en fait ont pareil même passé en fait un diplôme de master tout en restant dans le groupe et qui aujourd'hui voilà, sont des cadres au sein du groupe EDF et ont fait des parcours extraordinaires. Le fait juste d'avoir eu l'occasion à un moment donné d'inspirer ou d'influencer la vie de ces gens-là, ça a été sans doute pour moi la chose la plus importante que j'ai réussi ces dernières années. Honnêtement, ce n'est pas les ventes que j'ai faites, encore moins les résultats, mais le fait d'avoir le sentiment que voilà, j'ai apporté quelque chose à quelqu'un. Et la dernière leçon que je retiens et qui pour moi est fondamentale, c'est les rencontres que vous faites dans la vie. Il y a des rencontres qui changent une vie. Tu en as fait beaucoup? J'en ai fait, j'ai rencontré de très belles personnes. Très belles personnes au sein du groupe. Des gens qui sont devenus des amis, d'autres qui sont devenus des mentors. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai fait le post en annonçant sur LinkedIn que je venais chez Eric. Tous les témoignages que j'ai reçus, c'est des gens que j'ai côtoyés, que j'ai croisés quand j'étais chez EDF ces dernières années et leur voir en fait, juste prendre le temps d'écrire quelques mots en fait, concernant avec des témoignages, et je suis certain que c'est des témoignages qui sont sincères. Voilà, ça, et c'est des gens qui ont beaucoup compté pour moi et si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à eux. D'accord, c'est vrai que c'est beau ce que tu dis. Et donc aujourd'hui et depuis peu, tu es directeur général adjoint d'Aric. Tout à fait. Toujours chez EDF, parce que ce groupe-là est une filiale du groupe Co-Énergie, qui est co-détenu par EDF. Tout à fait, exactement. Donc EDF Forever. C'est EDF qui m'envoie ici, effectivement. Ah d'accord, ok. Donc là, c'est de nouveaux challenges, une nouvelle vie, un nouveau décor, parce que tu n'as pas fait que changer de poste. Tu as également changé de ville, de pays et même de continent. Donc depuis 2 mois, tu es à Abidjan, dans le pays le plus doux au monde. C'est ce qu'on dit. Le moment je m'en fais. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu as saisi cette opportunité, quelles sont les activités d'Aric et quelles sont tes nouvelles responsabilités? Alors, pour répondre à la première question sur l'opportunité, encore une fois, ça faisait déjà quelque temps que j'exprimais en fait l'envie de faire du business development au sein du groupe. Voilà. J'ai fait de l'opérationnel avec plusieurs postes commerciaux et ensuite je suis allé faire de la stratégie et je trouvais que c'était intéressant en fait de revenir sur de l'opérationnel et en revenant je ne voulais pas reprendre en fait le parcours classique, je voulais quand même faire du business development et donc du coup ça faisait déjà quelque temps que je l'exprimais en interne. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et on m'a proposé l'opportunité en disant on a une filiale en Afrique aujourd'hui qui fait de la climatisation du froid et on a un plan de croissance. Et lui, là, on est vraiment dans le business développement. Et donc voilà, c'est comme ça que cette opportunité est arrivée. C'est parce que j'avais exprimé cette envie-là de le faire. J'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu rester en France et faire autre chose. Je pense que je n'aurais pas eu trop de mal à saisir d'autres opportunités au sein du groupe EDF et continuer à les faire. Mais quand cette opportunité s'est présentée, je suis venu ici. J'ai passé quelques jours au mois de mai avec les équipes. Et là, ça m'a convaincu qu'il fallait que je vienne. Et donc, oui, comme tu le disais, depuis 2 mois, je suis arrivé à Abidjan avec femmes et enfants. Tout le monde est là, famille, tout le monde. Donc, un changement pour tout le monde, une nouvelle aventure. Pour le moment, ça se passe très bien. Je trouve qu'en termes de transition, c'est plutôt agréable en fait, entre Paris. On n'est pas complètement perdu, même si les embouteillages le matin arrivent. C'est compliqué, mais bon, au-delà de ça, globalement ça se passe quand même, ça se passe plutôt bien. J'ai été très bien accueilli par les équipes d'Aric et depuis 2 mois on œuvre en fait. Et donc le cœur de métier d'Aric en fait c'est vraiment tout ce qui est climatisation. Alors on est beaucoup sur le B2B, on a fait quelques chantiers B2C par le passé, mais c'est des choses qu'on arrête, on a décidé d'arrêter en fait. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'activités B2C, mais plutôt des activités B2B. On a toute typologie de clients. On a du tertiaire, on a des hôtels, on a des centres commerciaux, on a des industriels, on a du médical, on a des hôpitaux. Voilà. Aujourd'hui, on a un portefeuille qui est assez diversifié et on intervient quasiment sur tous les segments. B2B. Climatisation froid, ça c'est notre cœur de métier. Et moi, je suis venu avec l'ambition du groupe EDF
de faire d'ARIC l'acteur de référence des services énergétiques en 2027. Ça, c'est vraiment le plan, l'ambition qu'on porte. Et j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir. Ensuite, pour décliner un peu ça veut dire quoi concrètement, être l'acteur de référence. Mais voilà, donc moi je suis venu en tant que DGA pour épauler le comité de direction qui est là, qu'on puisse transformer la boîte, franchir un cap et être en mesure de tenir cette ambition. D'accord. Mais vous avez déjà le monopole en Côte d'Ivoire, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, honnêtement, on fait une étude de marché rapide. Oui, je pense qu'on est leader en Côte d'Ivoire. Quand vous faites vos courses à Cap Nord, c'est nous. Quand vous faites vos courses à Cap Sud, c'est nous. Quand vous prenez une chambre à Movenpick, c'est nous. Si vous allez au Pullman, Ibis, Macquarie, Ibis Plateau, c'est nous. Bon bref, je pense que un peu partout, c'est vous. un peu partout, c'est nous. Si vous allez vous faire soigner à la clinique Procréa, c'est nous. Bon bref, voilà, on est quand même. Mais parce que c'est une boîte qui existe et qui va fêter ses 50 ans en 2027. Une boîte créée, une PME créée il y a bientôt 50 ans et qui a une forte expertise. Moi, ça a été vraiment la chose qui m'a le plus agréablement surpris quand je suis arrivé. J'avais vu une partie au mois de mai, mais c'est vraiment en revenant là, au mois de septembre, en prenant le temps de passer du temps avec les équipes. Et surtout en allant sur le terrain, il se passe même une semaine, j'en fais 2-3 rendez-vous sur le terrain avec les équipes pour aller regarder un peu ce qu'on fait concrètement, les chantiers qu'on a réalisés, qu'est-ce qu'on a réellement fait. C'est impressionnant l'expertise qu'on a. Donc souvent quand on est dans des hôtels, on vient, on prend la télécommande, on allume la clim, mais derrière il y a toute une installation, tout un réseau. En fait, du tuyau, de gaines, de tout ce que l'on veut derrière. Et au niveau du toit, vous avez les unités centrales. Donc c'est un vrai savoir-faire pour réaliser ça. J'ai perdu la question d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, retenez que... oui, est-ce qu'on est leader en Côte d'Ivoire? Oui, je pense que même dans la sous-région aujourd'hui ouest-africaine, je pense qu'il n'y a pas une entreprise aujourd'hui de climatisation une fois qui fait le même chiffre d'affaires qu'on a et qui a les mêmes références. Les chiffres posent problème souvent en Afrique parce que quand on n'a pas forcément accès à toutes les données, on ne peut pas faire en fait des benchmarks facilement et des études de positionnement facilement. Mais à travers le bouche à oreille et surtout à travers les chantiers qu'on réalise, bon, voilà, on se dit il n'y a quand même pas photo. Maintenant, il faut qu'on se développe au-delà de la Côte d'Ivoire, au-delà des pays limitrophes. Il faut qu'on aille s'installer ailleurs, qu'on exporte cette expertise. Et c'est ça qui nous permettra de devenir l'acteur de référence en Afrique. Ok, formidable. Et jusque-là, j'imagine que tu as eu le temps de les identifier. Mais pour toi, quels vont être les plus gros challenges liés à ce nouveau poste de 1 et deuxièmement liés au domaine d'expertise d'ARIC? Si je devais être synthétique, je dirais qu'il y a 3 challenges qui sont devant nous. Le premier, c'est qu'il faut qu'on améliore notre efficacité opérationnelle. C'est-à-dire, si demain on veut grossir, croître et en même temps garder ce niveau d'expertise, il faut qu'on soit mieux organisé, plus efficace. Ça, c'est ce que je répète aux équipes au quotidien. Donc, structurer une bonne structuration interne qui repose sur des process bien calés, une organisation rigoureuse, c'est ça qui nous permettra de pouvoir croître facilement. Deuxième challenge qu'on a, il faut financer la croissance. Et on connaît les difficultés que les PME ont en Afrique pour financer leur croissance. Donc on y travaille, on a des partenaires bancaires avec qui on discute, on a des discussions très intéressantes avec les uns et avec les autres. On est en train d'avancer, je suis assez confiant sur notre capacité demain à trouver les mécanismes de financement qui permettra d'accompagner cette croissance, évidemment avec le soutien de notre actionnaire. Mais il nous faut un partenaire bancaire aussi pour avancer ensemble. Troisième défi, c'est réussir notre positionnement géographique. Je rajouterai d'ailleurs un quatrième qui est également important. Mais troisième défi, c'est vraiment ça, c'est réussir notre positionnement géographique. À partir du mois de janvier, on va aller s'installer au Cameroun, à Douala. Ça va être la première filiale qu'on va ouvrir en Afrique. Après la Côte d'Ivoire, ça va être la deuxième au Cameroun. C'est un enjeu qui est important. On a commencé à sonder le marché, on a déjà des clients qui sont ici, qui ont des activités là-bas qu'on va accompagner.
Et derrière, il va falloir monter au bureau, recruter les gens, les former, les accompagner, aller chercher ce marché-là. Donc ça va être un sacré défi. Et dernier défi, j'aurais dû dire 4. Nous devons avoir une approche globale qu'on n'a pas aujourd'hui. Ça, on y travaille. Je pense que dans quelques temps, on sera en mesure de le faire. Aujourd'hui, on est beaucoup sur les installations. D'abord, il faut qu'on soit dans comment est-ce qu'on accompagne nos clients pour les aider à mieux consommer à travers des installations performantes. Assurer à nos clients des installations performantes, ça on sait faire. C'est notre métier au quotidien. Mais être capable demain de leur dire, écoutez, on va vous aider à mieux piloter vos consommations, à mieux les monitorer, à mieux les regarder, et on s'engage ensemble sur une stratégie de baisse des consommations, en tout cas d'optimisation de vos consommations pour que vous consommiez moins et mieux. Ça, c'est une responsabilité qui nous incombe, qu'on ne porte pas aujourd'hui, mais c'est vraiment la promesse de valeur qu'on a envie de porter devant nos clients. Donc, tous les premiers clients que j'ai eu la chance et le privilège de rencontrer depuis que je suis arrivé, c'est le discours que je leur tiens. On est là, certes pour maintenir vos installations, on est là pour les rendre performantes, mais on est d'abord et avant tout là pour vous aider en fait à maîtriser vos consommations d'énergie. Donc pour faire ça, il faut qu'on rajoute une brique efficacité énergétique dans notre gamme d'offres qu'on n'a pas aujourd'hui. On parlera de l'Afrique et des enjeux énergétiques dans le continent. La plupart du temps, quand je vais aller voir ces clients, je me rends compte que la climatisation dans un hôtel, sur un site tertiaire par exemple, ou même la consommation de foie dans un entrepôt frigorifique, la consommation de foie, c'est souvent 80-90% des consommations énergétiques du site. Donc si demain on est capable de maîtriser ces consommations-là, on va aider nos clients à réduire leurs factures. Et que si on avait la surface pour mettre des panneaux solaires, j'ai visité 2 entrepôts, je peux citer les clients, Bolloré, qui s'appelle AGM, j'ai visité également l'entrepôt de Sangel, voilà, et je crois que c'est des surfaces énormes. Sur ces sites-là, on doit être capable de pouvoir venir poser demain des panneaux solaires pour permettre à nos clients d'autoconsommer. Et donc peut-être que de couvrir avec cette installation solaire 50-60% de leurs besoins, et le complément, ils iront le chercher sur le réseau de CIE directement. Mais par contre, ça va leur donner de l'autonomie, ça va leur permettre de réduire leur consommation, et ils ont un engagement environnemental qui est irréprochable. Et ça, c'est vraiment de la valeur. Donc, cœur de métier, climatisation froid, et on va rajouter 2 briques. Une brique efficacité énergétique, une brique production photovoltaïque. Et je pense que ça ne vous a pas échappé qu'en faisant ça, je retrouve mes premiers amours de photo. Effectivement. Mais je vais rebondir sur la question de l'efficacité énergétique que tu as mentionnée. C'est vrai que du côté des entreprises, la question environnementale de 1 et aussi la facture peuvent être des moteurs pour réduire les consommations. Par contre, ce qu'on observe, c'est que l'électricité n'étant pas chère, les entreprises s'en foutent un peu. Et étant donné qu'il n'y a pas de cadre réglementaire vraiment fort, que niveau norme ISO 50001 par exemple, c'est que les multinationales qui regardent ces aspects-là, quelle est selon toi la stratégie qu'il faudrait mettre en place ? Est-ce qu'il faudrait une forte volonté politique, ou tu penses que sans les politiques, il est quand même possible d'arriver à un bon résultat niveau efficacité énergétique ? Alors moi je pense qu'il faut changer vraiment de paradigme par rapport à ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, même quand on dit l'électricité pas chère, on vient d'avoir pour les entreprises et les collectivités une hausse de 15% au Côte d'Ivoire, il n'y a pas longtemps. L'électricité va devenir de plus en plus chère. C'est la tendance, il faut l'accepter. Et pas seulement ici, en fait, c'est partout pareil. On sort d'une année compliquée en 2022 en France, avec la crise russo-ukrainienne, avec les tensions sur le marché gazier. Voilà. Et ça, c'est des choses qui se répercutent dans nos pays. Et aujourd'hui, cette tendance, elle va s'accentuer. Donc ça, c'est la première chose. On n'est pas dans un contexte où on va avoir des prix de l'électricité qui vont baisser. Deuxième contexte, moi, je crois beaucoup à la sensibilisation et à la prise de conscience des gens. Et ça passe par la responsabilité de chacun. Aujourd'hui, et sans que, c'est ce que je disais hier en débriefing,
sans que cela ne dégrade en quoi que ce soit le confort des occupants. Mais je te donnais il n'y a pas longtemps à une conférence l'exemple d'un hôtel, je ne vais pas citer le nom, du genre d'hôtel que j'ai eu le plaisir d'occuper il y a quelques mois de cela, où j'arrive dans la chambre à 23h et il fait 16 degrés. Et il a fait 16 degrés toute la journée. C'est pas une question de confort, c'est juste une question de prise de conscience. Et quand ils font ça, ils le font avec sans doute beaucoup de sens de la satisfaction du client. Il faut que le client arrive dans sa chambre avec une température la plus basse sans doute possible. Et donc, ils le font dans la recherche en fait d'une certaine satisfaction client. C'est là où je parle de prise de conscience. C'est-à-dire, si demain on est capable de conscientiser, de sensibiliser, d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que la sobriété, c'est important, qu'on n'a pas besoin de gaspiller le peu d'électricité qu'on a aujourd'hui et qu'on peut l'optimiser. Et il y va en fait de l'intérêt de tout le monde, à la fois du chef d'entreprise qui paye des factures d'électricité élevées tous les mois, mais également des populations, quand on parlera des défis énergétiques dans le continent, mais aussi des populations qui n'ont pas accès à l'électricité aujourd'hui. C'est fondamental d'avoir ce changement, cette prise de conscience. Donc moi je militerai beaucoup pour d'abord et avant tout une sensibilisation, une prise de conscience collective. Il faut arrêter de gaspiller le peu d'énergie qu'on a. On n'en a pas assez dans le continent, on n'en a pas beaucoup. Et donc il faut optimiser le peu d'énergie que nous avons. Ça, c'est la première chose. Et après, concrètement, il faut apporter des solutions pour permettre à ces gens de... Je pense que le discours, la sensibilisation, les éco-gestes, c'est bien. Mais après, il faut aller un cran plus loin. Et aller un cran plus loin, c'est aussi être capable de proposer des solutions techniques qui permettent de prendre la main. Elles existent aujourd'hui, il faut juste les mettre en place sur les installations avec des consignes de température qui garantissent le confort des occupants, encore une fois, et qui permettent d'optimiser les consommations. C'est tout à fait possible. Mais il faut les deux à la fois, la prise de conscience et des solutions technologiques adaptées. D'accord. Je pense que ces mots font une belle transition justement pour parler de la question des défis énergétiques en Afrique, que ce soit l'électrification, la transition énergétique. On nous demande également de passer au renouvelable et d'arrêter le fossile. Quelle est ta perception de ces questions-là, de tous ces enjeux auxquels l'Afrique est confrontée en ce moment par rapport à l'énergie? Ouais, moi je pense qu'il ne faut pas tomber dans notre monde actuel. Ça malheureusement, c'est pas uniquement, alors je vais surtout pas faire de la politique, mais notre monde actuel manque de nuances. C'est-à-dire, quand on prend des positions, on les prend souvent de manière très radicale. C'est ou blanc ou noir. Alors, la vérité, parfois, elle est grise. Hein. Malheureusement, la plupart du temps, elle est grise. Donc, il faut de la nuance. C'est fondamental, parce qu'on adresse des problèmes qui sont des problèmes complexes. Ce ne sont pas des problèmes simples. Et donc, il faut un peu de tout. On peut tout compte tenu aussi en prenant en compte les réalités de chaque pays. Il n'y a pas, alors on dit souvent l'Afrique. L'Afrique, c'est 54 États, avec des problématiques parfois qui sont différentes, avec des niveaux d'avancement qui sont également différents. Il faut aussi qu'on arrive à un moment donné également à regarder les problématiques du continent, pas seulement de manière homogène. Souvent, les problématiques se présentent souvent de manière très hétérogène. Donc il faut aussi intégrer ça. Donc pour répondre à la question, je dirais, il faut un peu de tout. Deux, malheureusement, l'Afrique émet que 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, et pour autant, on risque d'être le continent qui va devoir subir en fait de plus les conséquences du dérèglement climatique. Alors, certains diront que c'est injuste, donc il faut que les pays qui ont pollué pendant des années payent, et on parle tout à l'heure quand je parlais d'optimisme, mais je pense qu'il faut plutôt voir en fait le problème aujourd'hui comme une opportunité pour le continent de faire différemment, d'assurer son électrification différemment et en s'appuyant sur ses réserves et sur ses possibilités. Aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'apprendre en fait des erreurs des autres qui ont évidemment une longueur d'avance en termes de développement sur le continent. Mais toutes les technologies qui ont été utilisées ces dernières années ont été pour certaines en tout cas désastreuses pour l'environnement. Il ne faut pas refaire les mêmes erreurs. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'apprendre, de tirer les leçons, de ne pas faire les mêmes erreurs et de se développer différemment. Et ça, c'est vraiment fondamental. Il y a, quand on regarde le continent aujourd'hui, souvent on dit, mais vous avez un continent qui a
8% des réserves mondiales de pétrole, 7% des réserves mondiales de gaz, 300 jours d'ensoleillement par an, 38% du potentiel éolien au monde, 17% des réserves d'uranium au monde. Je peux donner des chiffres comme ça. Tout ça pour dire que tous les pays ne sont pas dotés des mêmes réserves, c'est sûr. On donne ça à l'échelle du continent. Mais tout ça juste pour dire qu'il faut, dans chaque pays, trouver le mix énergétique qui permette de faire face aux enjeux du pays en termes de développement, tout en préservant l'environnement. Dans certains pays, peut-être demain, je prends un exemple du Niger par exemple, qui est l'uranium. Peut-être que demain, au Niger, il faudra peut-être des mini-centrales nucléaires, des tout petits, même si qui dit nucléaire dit responsabilité et rigueur, et ça je reviendrai tout à l'heure, mais c'est important de le dire. Mais ce que je veux dire par là, le message vraiment que je veux faire passer, c'est qu'il faut que dans chaque État, dans chaque pays, compte tenu des réserves et des possibilités, qu'on puisse à un moment donné définir le mix énergétique qui permet encore une fois au pays de relever ces défis en termes de développement tout en préservant l'environnement. Et c'est tout à fait possible. Dans certains pays, comme le Sénégal, peut-être demain, ce sera du gaz plus des renouvelables, tout simplement. Et on arrêtera les centrales charbon et tout ce qui est centrale thermique aujourd'hui qui pollue énormément et on prendra uniquement un ruban. Parce qu'en fait, ça aussi, il faut le dire, parce qu'on dit, ouais, mais l'Afrique a du soleil. Mais le problème qu'on a actuellement, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Du coup, on n'a pas encore découvert une technologie qu'on peut déployer à grande échelle qui permet de stocker l'électricité. Ça n'existe pas. Donc, tous les énergéticiens au monde, la CIE ici, la Sénélec au Sénégal, EDF en France, passent leur temps à équilibrer la consommation et la production. Un des problèmes majeurs des renouvelables, c'est l'intermittence. On ne sait pas garantir aujourd'hui la quantité d'électricité solaire qu'on aura. À un moment donné, il peut y avoir un moment une production très forte, un moment une production qui est moins importante. Et donc, du coup, on n'a pas ce qu'on appelle dans le jargon du métier ce ruban. Le ruban, c'est juste en fait cette production constante tout le temps. Quand on a une centrale nucléaire, on sait que si on la met à telle puissance, elle va produire telle quantité d'électricité. Demain, on n'a pas encore la main sur le réglage du solaire. Ça, c'est pas possible. Donc, ce côté intermittent, il est important à prendre en compte. Ce qui veut dire que dans tous les pays, quand il faudra construire un mix énergétique, il faudra trouver le ruban qui va bien et par-dessus ce ruban, mettre des renouvelables. Dans certains pays, ce sera peut-être du gaz. Dans d'autres pays, ce sera en France le nucléaire qui permet de faire ce ruban-là. Peut-être que demain, dans certains pays, ce sera en Afrique, ce sera du nucléaire. Et derrière, on viendra mettre du renouvelable. Jusqu'au jour où on saura gérer ce côté intermittent. Et peut-être que dans ce cas, on basculera dans un scénario 100% renouvelable. Et ça même, je ne crois pas, parce que par le passé, ça ne s'est jamais produit comme ça. Il n'y a pas une énergie qui est venue substituer l'autre en fait. Toutes les énergies ont souvent coexisté ensemble. Et encore une fois, l'essentiel, c'est de dire, voilà, trouvons dans chaque pays, en fonction des réserves qu'on a, du potentiel qu'on a, le meilleur mix énergétique qui nous permet d'avoir une électricité disponible, bon marché et décarbonée. Ok, parfait. Cette question que je vais poser va être peut-être un peu controversée et peut-être que ta réponse ne va pas être objective, mais j'aimerais savoir, selon toi, ton avis personnel, pourquoi malgré toutes ces ressources, parce qu'on connaît peut-être tous un petit peu les chiffres, malgré toutes ces ressources primaires, on ne voit pas d'avancée notable justement en termes d'électrification en Afrique. Après, il y a eu évidemment du progrès, mais selon certaines personnes, ce n'est pas un progrès suffisant par rapport aux ressources qu'on a. Alors, il y a des raisons qui expliquent cela. Bon, moi, premièrement, je suis un afro-optimiste, afro de ce qu'on-là. Je suis convaincu d'une chose, c'est que l'Afrique a une carte à jouer dans l'avenir du monde. Et cette carte, on va la jouer d'une manière ou d'une autre. C'est ça la réalité. En 2050, un Africain, du moins une personne sur 4 dans le monde vivra en Afrique. 25% de la population mondiale sera ici. Donc, il va falloir trouver un moyen de relever tous ces défis. Donc, on a une carte à jouer, premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas minimiser, ça je ne le dis pas pour... il ne faut pas minimiser tous les efforts qui ont été faits.
ces dernières années. Alors, souvent, on regarde le continent avec toujours ce regard un peu condescendant, un peu ouais, mais pourquoi vous vous en sortez pas? Mais non, il y a eu des efforts énormes. Et quand on prend tous les indicateurs, même d'électrification, tous les indicateurs de développement, tout, il y a des choses qui ont été faites de manière formidable, des avancées formidables depuis, et en plus, c'est des États qui sont jeunes. Alors, je l'ai un peu vieux quand même pour ce temps. 50 ans, on commence à. Voilà, on n'est plus si jeune que ça. Pour autant, ce que je veux dire, c'est que dans la vie d'une nation, 50 ans, c'est rien. Dans la vie d'un État. Et il ne faut pas minimiser tous les efforts qui ont été faits ces dernières années, c'est important. Troisièmement, pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à exploiter tout ce potentiel? Moi, je pense qu'il y a 2 raisons. La première, c'est les investissements. Il faut être capable d'attirer les capitaux. Ce n'est pas l'argent qui manque dans le monde aujourd'hui. L'argent, il y en a partout. Partout. Il faut juste des projets qui tiennent la route. Et une capacité, un environnement économique favorable pour attirer les investissements. Ça a été, quand on veut développer une centrale solaire, quand on veut développer un barrage hydroélectrique, quand demain on veut construire une centrale nucléaire ou peu importe, ce sont des infrastructures qui sont coûteuses et qui nécessitent énormément d'investissement. Et nos États ne sont pas tous outillés pour le faire. Et il faut de l'investissement privé. Il faut sans doute parfois un programme de l'État qui impulsionne pour tout ça, mais il faut de l'investissement privé. C'est ce que EDF est en train de construire aujourd'hui pour relancer son nouveau programme de PR. C'est fondamental. Quand on n'a pas cette visibilité et ces moyens financiers, on n'est pas capable d'y arriver. Donc, capacité à attirer les investissements. Et l'autre raison, pour moi, c'est les compétences. Et ça m'amène à un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Souvent, je dis, je ne suis pas un afro-optimiste, je suis un afro-exigeant. Je pense qu'il est quand même, en partie, grand temps qu'on se prenne au sérieux. Souvent, j'ai du mal, mais ça c'est, je ne sais pas, chacun a son fonctionnement personnel, mais moi j'ai du mal à adhérer à des discours victimaires. C'est toujours facile de dire que la condition dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est la faute de l'autre, en pointant du doigt, c'est toujours plus facile. C'est une manière de se dédouaner. On parle souvent de la colonisation, oui, ça a été affreux. On parle de l'esclavage, oui, nos ancêtres ont vécu des choses affreuses. Mais on n'est pas les seuls au monde à avoir été à un moment donné colonisés. Je suis désolé, les Japonais ont reçu 2 bombes dans la figure en 1940. Et pourtant, ils se sont relevés. En 1960, quand on a eu nos indépendances, on avait le même produit intérieur brut que la Corée du Sud. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on passe notre temps à lui acheter des télésanctions construites en Corée? C'est là où c'est fondamental qu'il y ait cette prise de conscience en Afrique et ce niveau d'exigence. Il faut à un moment donné qu'on se prenne au sérieux, qu'on aille chercher les compétences qui vont bien et qu'on se mette au même niveau que les standards internationaux. Et ça me manque aujourd'hui. On a souvent un manque de rigueur. Quand je parlais de centrales nucléaires, vous avez remarqué sans doute mon sourire sur le fait que voilà, la sûreté c'est fondamental quand on a une centrale nucléaire. Honnêtement, on ne peut pas demain se permettre de manipuler des objets aussi dangereux sans y mettre la rigueur qui est nécessaire. Donc, il nous faut de la rigueur, il nous faut de l'exigence. Il faut à un moment donné qu'on prenne nos responsabilités. Voilà. Moi, le discours, ouais, bon, on n'est pas développé parce qu'il y a d'autres qui nous exploitent. On est dans un monde où chaque État, moi je suis désolé, chaque État défend ses intérêts. À nous de défendre les nôtres. Il faut que dans nos pays, on apprenne à un moment donné à se dire, ok, mais on est dans un monde où il faut que les Chinois, à un moment donné, défendent leurs intérêts. Les Français, ils défendent leurs intérêts, c'est tout à fait normal, c'est le minimum quand même. On ne va pas attendre demain que le président de la France vienne défendre les intérêts des Africains. C'est pas normal. Et c'est pas ce qu'on lui demande. Il n'a pas été élu pour ça. Quand Barack Obama est devenu président des États-Unis, mais tous les Africains ont pensé qu'il allait être président de l'Afrique. Non, il n'a pas été élu pour être président de l'Afrique. Il a été élu pour être président des États-Unis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu prononcer 2 discours. Il a raison. Il ne va pas déserter la Maison Blanche pour venir gouverner le continent. Donc il faut que les Africains, de manière générale, et je m'en mets dedans, je m'applique d'abord cette règle-là, il faut qu'on soit exigeant pour s'appliquer. Voilà. Et ça nous manque terriblement aujourd'hui. Et je pense que tant qu'on n'a pas ce niveau d'exigence, tant qu'on n'a pas cette prise de responsabilité, on aura du mal à... Parce que souvent on est dans le constat.
beaucoup dans le constat. Et on partage tous les constats. Les chiffres que je donne là, c'est un chiffre que notre expert pourrait vous donner. On a ceci, on a cela, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi la suite? Voilà. Et c'est ça nous montre ce côté. Voilà, on prend nos responsabilités et on fait face à nos enjeux, à nos défis, et on voit comment on peut régler ça. D'accord. Donc afro-exigeant. Je retiens l'exigence en tout cas. Une partie que j'aime beaucoup dans cette interview, c'est la partie introspection, rétrospection. Donc peut-être encore une question un peu polémique, c'est de savoir pourquoi après tes études, tu fais le choix de rester en France, ouais, et non pas de rentrer au Sénégal pour participer à la construction de ton chez-toi. Ouais. C'est une bonne question, je vais répondre à ta question, parce qu'on l'a déjà posé à plusieurs reprises, et même quand on était étudiant à Bordeaux, par la suite, quand je suis allé à Lyon, dans le cadre de Côte d'Ivoire et de mon stage, souvent on me posait la question, je ne l'ai pas dit, mais quand j'étais à Bordeaux, j'ai dirigé pendant 2 années l'association des étudiants sénégalais de Bordeaux. J'étais le président de l'association, j'ai dirigé pendant 2 années. On faisait des conférences régulièrement, on faisait venir un peu des doctorants, en sciences politiques, on passait notre temps à refaire le monde. Et il y avait souvent cette question qui revenait sur la table, et alors à la fin de vos études, vous rentrez pas. Moi, je n'ai jamais fait de la question du retour une obsession. Voilà. J'ai toujours considéré que c'était une chance d'avoir eu la possibilité de faire des études solides en France, et que si je pouvais rester, améliorer, acquérir une expérience professionnelle qui peut demain être utile pour le continent, pourquoi pas? Je ne suis pas un obsédé de il faut être dans le continent pour être utile au continent. Je pense qu'on peut être utile au continent sans forcément y démarrer. C'est pas une relation directe de dire il faut absolument revenir. La preuve, quelques années après, je suis revenu. Et ça a toujours été ma philosophie. S'il y a une opportunité qui se présente, elle se présentera. Et ce sera un plaisir pour moi de revenir dans le continent. Mais j'en ai jamais fait une obsession. J'ai toujours considéré que partout où j'étais, ma responsabilité, mon devoir, c'était de faire mon job. C'est pourquoi j'étais payé à la fin du mois. Et d'essayer de le faire de la manière la plus exigeante possible, tout simplement. De donner le meilleur que j'avais à moi pour faire mon taf. Et d'acquérir une expérience qui peut-être un jour, j'en sais rien, si j'ai la possibilité de faire de telle sorte qu'elle soit utile au continent, je la ferai. Et d'ailleurs, c'est pourquoi moi, je ne fais pas de la politique et ça ne m'intéresse pas. Parce que je pense que la politique a fait beaucoup de tort au continent et qu'on changera les choses par une vision économique. Et que ce qui change la vie des gens, ce n'est pas forcément la politique. Ce qui change la vie des gens, c'est l'économie. Et donc, ce qui redonne de la dignité aux gens, c'est le travail. Et donc, demain, il faut et ça manque terriblement. Les anglophones l'ont beaucoup en Afrique, les francophones l'ont beaucoup moins. Mais il faut retrouver cette culture de l'entrepreneuriat, cette capacité à créer des emplois et à redonner aux gens de la dignité. Et cette dignité, elle passe par le travail. Donc, si quelqu'un peut être à Paris, créer des emplois ici, changer la vie de ces gens ici, tant mieux. Et en plus, on est dans un monde qui est devenu un monde complètement ouvert, où les frontières tombent. Et je pense qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique du monde. Je préfère beaucoup ce terme de citoyen du monde, et je trouve que c'est... Et c'est d'ailleurs ce que le président Senghor du Sénégal disait, l'enracinement et l'ouverture. On peut être bien dans ses baskets, bien ancré dans sa culture, dans son continent, tout en étant ouvert au monde. Voilà. Ok, je retiens cette phrase qu'on n'a pas besoin d'être sur le continent pour être utile au continent. Donc c'est très vrai. Et aujourd'hui, quand tu regardes ce parcours qui a été le tien, est-ce que tu te dis j'ai des regrets ou il y a des choses que je ferais différemment? On a toujours des regrets, et après bon, je me dis aussi si j'avais pas fait ces erreurs, ces bêtises, peut-être que je n'aurais pas appris en fait. Voilà, c'est ça aussi le côté parfois quand quelque chose qui se passe, on rentre, on vient pas, voilà, on dit ok bon j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais fait peut-être différemment.
c'est toujours plus facile après coup de dire que je l'aurais fait différemment. Voilà. Ce qui est pour moi le plus important, c'est tirer les leçons et grandir. Les erreurs nous font plus grandir d'ailleurs que les réussites. La vie est ainsi faite parce qu'on a un cerveau qui doit, je pense à mon avis, fonctionner comme ça, qui a tendance beaucoup à retenir. Et là, on se rappelle plus de ses erreurs que de ses réussites. Mais ça, c'est peut-être le fonctionnement de notre cerveau. Mais c'est ça aussi qui nous permet de progresser. Moi, j'ai toujours considéré, oui, quand je faisais une erreur, c'est même pas. Il ne faut pas se mentir à soi-même en fait. Il faut dire, là, j'ai pas été bon. À ce coup-là, j'ai pas été bon. Bah, écoute, je tiens les leçons, mais la prochaine fois, j'essaie de le faire différent. Voilà. Le verbaliser d'abord pour soi-même. Accepter, c'est une bêtise. Alors là, je fais combien de fois je suis allé voir mon chef comme ça, là, je pense que je fais une connerie. Ah oui, je pense. Voilà, et voilà ce que je vais faire pour la réparer. Et j'apprends, et la prochaine fois, je ferai différemment. Il n'y a que les gens qui font pas de bêtises. Donc les erreurs, voilà, il faut les assumer. La perfection, elle n'existe pas. Il m'a fallu beaucoup de temps d'ailleurs pour accepter ça, parce que quand on a été bon à l'école, que même avec les parents, on a toujours été, voilà, on a toujours cherché à être parfait, à être machin. Donc il m'a fallu du temps pour accepter le fait que bon, voilà, ça fait partie de la vie et c'est ça qui nous fait. C'est vrai que c'est dur, hein. En tout cas pour une perfectionniste comme moi, ça pique un peu d'accepter qu'on peut faire des erreurs et de rebondir derrière. Bien sûr. Honnêtement, les gens qui m'ont fait d'ailleurs des parcours, j'avais regardé une fois le parcours de Barack Obama, on lui racontait un peu, je ne sais plus le titre du livre en tête, mais c'était adapté en fait de ce livre-là et c'était juste quand il est devenu, avant qu'il soit président. Il a fait son premier discours en 2004 à la Convention des démocrates. Il racontait un peu son parcours. C'est extraordinaire. Nous, on voit juste la fin de l'histoire. Hein. On voit novembre 2008, Chicago, Hello Chicago. C'est ça qu'on voit. Yes Weekend, on se dit, oh là là, c'est une magnifique histoire. Mais derrière, ils en ont bavé. Avec Michel et leurs deux filles, ça a été difficile. La dernière campagne pour qu'il soit sénateur, à la maison, l'accord de Michel, c'est de dire, tu fais ta dernière campagne. Si tu ne gagnes pas, tu arrêtes. Ouais. Si tu ne gagnes pas, tu arrêtes. Ah. Et donc, il a eu énormément d'échecs par le passé, avant d'avoir cette réussite que tout le monde finalement retient. Donc, il faut, je pense, à un moment donné. Et un autre exemple pour illustrer ça, je pense que le film est toujours disponible sur Netflix. Vous pourrez peut-être regarder. Ça raconte l'histoire de Elon Musk. Et comment Musk a changé en fait la manière de faire dans l'aviation quand il est arrivé, notamment dans tout ce qui était navette spatiale et compagnie. Il arrive, il a une méthode qui est complètement disruptive en fait. Il arrive, avant la NASA, quand il fallait concevoir un fusée, il y avait des ingénieurs qui concevaient le truc. Alors là, le test on ne le faisait pas tant qu'on n'est pas sûr de nos calculs, de la trajectoire, de machin de l'huile. Et donc du coup, il passait des années et des années à faire le calcul pour ensuite faire un test à la fin. Si le test capote, ah merde, on s'est gouré, donc du coup il faut reprendre encore plusieurs années pour machin. Moi, ce qu'il arrive, il met de l'argent sur la table, il dit à ses ingénieurs, écoutez les gars, vous savez quoi, avancez, concevez le truc et on teste. Ah mais chef, si on teste, ça va cracher. Bah oui, c'est pas grave, on apprendra. Et donc, le film nous montre à chaque fois, les ingénieurs arrivent, ils ont un prototype, ils le sortent, ils testent, ça marche pas. Elon Musk passe, ramasse tous les débris, les réunit dans une salle, il dit les gars, vous avez 48 heures pour me dire ce qui n'a pas marché, je remets de l'argent. Les mecs ils rentrent un peu le moral dans les chaussettes, ils réfléchissent, ils reviennent, ils disent putain si ça n'a pas marché, c'est peut-être à cause de ça, et bien très bien, écoutez, on corrige, on reteste. Mais ils corrigent, ils retestent une deuxième fois, mais putain ça marche pas. Crash de nouveau, ils ramassent les débris, ils refont ça dans une pièce, dans un hall qui est énorme, remet les débris, ils disent les gars, réfléchissez, dites-moi ce qui n'a pas marché. Ils ne virent pas les mecs, hein. Il y en a un même qui dit la première fois quand le truc n'a pas marché, lui il a dit ok bon, dès qu'il arrive je lui donne ma thème et je vais aller faire autre chose. Et quand on lui pose la question, il dit il faut surtout pas le renvoyer. Lui il a de l'expérience, il sait pourquoi ça n'a pas marché. Il faut capitaliser sur son expérience. Il ne faut surtout pas reprendre quelqu'un qui va repartir de zéro. Et donc il a gardé les mêmes gars, les mêmes personnes jusqu'au jour où ça marche. Et aujourd'hui il domine en fait. Spécial. Voilà, je pense que c'est des recettes qui sont importantes à avoir en tête et se dire voilà, c'est pas parce qu'on a échoué qu'on a raté sa vie, non.
D'accord, c'est super. Et est-ce que tu aurais 3 mots pour caractériser ton parcours? Ah, voilà, c'est une très bonne question. 3 mots pour qualifier mon parcours. Difficile. Alors, si je vais y répondre différemment. Répondre différemment à la question. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des choses que j'avais retenues sur mon parcours, j'ai parlé de changer l'histoire des gens, d'influencer la vie. Voilà, j'ai raconté aussi les rencontres que j'ai faites. Je dirais plutôt, si je devais le définir, je dirais il faut chercher à être utile. C'est ma ligne de conduite. Je ne cherche pas, je ne suis pas carriériste, je ne me rase pas le matin en disant il faut que je sois un jour, je ne sais pas quoi. Non, les titres, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse avant tout, c'est être utile, c'est avoir de l'impact. Me dire ce que je fais au quotidien a un impact qui est visible. Ça c'est vraiment mon driver. Au quotidien, quand je me lève, c'est ça. Et pourquoi mes années de management m'ont vraiment passionné, c'est en partie, pour ne pas dire en grande partie, c'est ça. C'est le matin tomber sur mon équipe. L'exemple que je leur donnais à chaque fois, vous me faites chier parce que quand j'arrive le matin, j'ai l'impression d'être un chauffeur de bus. Et mon rôle, c'est de mettre tout le monde dans le bus et d'avancer. Sauf que quand j'arrive le matin, il y en a 2-3 qui sont sur le trottoir, qui refusent de monter dans le bus et qui le font savoir à tout le monde d'ailleurs. Hein, pas seulement à moi, mais qui font savoir à tout le monde qu'ils n'ont pas envie de monter dans le bus. Pour telle ou telle raison. Vous avez toujours de très bonnes raisons pour expliquer le pourquoi du comment vous n'avez pas envie. Voilà. Et ça, mon job, ça a toujours été de dire, écoutez, nous, on discute, on se faisait des débats en réunion d'équipe qui prenaient des heures et des heures, où la parole était libre, où je disais, je veux que ce que vous avez à dire, vous le dites ici, dans la salle, plutôt que de le dire à la machine à café. La plupart du temps, je ne suis pas convié d'ailleurs à la machine à café, hein, quand vous vous racontez vos petits secrets. Par contre, ici, on est ensemble. Et donc, il faut qu'on avance ensemble. S'il y a des choses que vous voulez dire, que vous voulez partager. Donc, on se faisait des débats de dingue. Mais finalement, c'est ça qui nous a permis d'avancer. On a fait de très bons résultats, les uns et les autres ont fait de très beaux parcours derrière, et ça a été constructif, et ça tisse des liens. Donc je dirais utile, avoir de l'impact. Ça c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas ces dernières années, c'est ce que je vais essayer de continuer à faire après. Écouter pour apprendre. Les rencontres que j'ai faites, là sur les dernières années, j'ai eu la chance d'être dans un environnement entouré de cadres dirigeants du groupe EDF, des gens qui ont fait Polytechnique, des gens, c'est mon ancien chef est un polytechnicien. On a des niveaux de gens très intelligents, très brillants, avec un niveau de réflexion relativement élevé. Et souvent, voilà, le fait de côtoyer ces gens-là, d'écouter, en fait, quand on écoute, on apprend beaucoup. Souvent, pour un bavard comme moi, c'est aussi se forcer à le faire. Parce qu'on a tendance à beaucoup parler, parce qu'on pense qu'en parlant, on domine la conversation, mais on apprend beaucoup aussi en écoutant. C'est important aussi de ça. Et dernier truc, qui est aussi fondamental pour moi, c'est l'humilité. C'est vraiment fondamental. Moi, j'ai vu des gens qui étaient brillants, qui n'ont pas fait une grande carrière. Il ne faut pas être imbu de sa personne. Voilà. Je pense que je crois beaucoup à cette symétrie des intentions, c'est-à-dire quand on tisse une relation tous les deux et qu'on est dans une relation de respect, de confiance, de responsabilité, la plupart du temps, l'autre nous le rend de cette manière-là. Donc je crois beaucoup à ça et donc au quotidien, je m'exerce voilà. En tout cas, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai transmis ces dernières années auprès de mes équipes et c'est ça que j'ai envie aussi de continuer à incarner. Et je pense que c'est important de garder les pieds sur terre. Ok, c'est formidable. On arrive malheureusement à la fin de cet échange et j'aimerais avant de clore te demander si tu as une citation que tu aimes particulièrement ou qui te motive et que tu aimerais partager avec nous. J'en ai deux que je cite régulièrement. La première, elle est de Victor Hugo, qui disait « Les plus belles années d'une vie sont celles que l'on n'a pas encore vécues. » Toujours garder ça à l'esprit, que les plus belles années de notre vie sont devant nous. Ça permet de transformer l'avenir, de le changer. Et une deuxième citation d'un auteur que j'adore beaucoup, c'est Jean d'Ormesson.
qui disait une phrase qui m'avait beaucoup marqué, que je me répète régulièrement et qui d'ailleurs rejoint tout ce qu'on vient de dire en fait, sur l'échec, sur la réussite, sur le succès, qui disait à la vie, merci pour les épines et merci pour les roses. Que la vie était une vallée de larmes, oui, mais elle était aussi une vallée de roses. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas, quand je parlais de nuances tout à l'heure, je reprends aussi ces trucs-là. La vie, elle est formidable, mais elle n'est pas faite que des moments de bonheur. Il y a des moments de difficulté où il faut faire face à l'adversité. Voilà, et je pense qu'il faut remercier la vie pour tout ce qu'elle nous offre au quotidien dans ce sens-là. Donc voilà, je trouve que c'est une belle philosophie de vie, d'accepter de faire face à l'adversité, de prendre des risques, de vivre sa vie, tout simplement, et de faire ce qu'on aime. De ne pas avoir de regrets derrière, que à la fin de notre vie, on a eu le sentiment, pas seulement d'avoir vécu, mais d'avoir croqué à pleinement la vie. Et ça, c'est pour moi fondamental. Et ça passe par accepter le fait que oui, il peut y avoir parfois des moments de difficulté, mais ces moments font partie de la vie. D'accord. On retient que les plus belles années de la vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Et merci pour les épines et merci pour les roses. Merci Céline pour ton temps. Merci beaucoup Lina, c'était un plaisir d'échanger avec toi et merci aussi à toutes les personnes qui nous font l'honneur, en fait, le privilège d'écouter ce podcast. J'espère avoir été en tout cas intéressant. Voilà. Je suis sûre que tu l'as été. Alors, mais tout ce que j'ai dit, c'est vraiment le fond de ma pensée et de manière complètement transparente, sans filtre. Super, en tout cas, ça nous a fait vraiment plaisir et je suis reconnaissante pour ton temps parce que je sais que ton planning est chargé. C'est vrai. Allez, je vous dis à la prochaine et on espère recevoir peut-être Céline une autre fois pour parler d'un autre sujet lié à l'énergie. Merci, ce sera le plaisir.